Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un MacGuffin? Le MacGuffin au cinéma, c'est souvent un objet mystérieux, sans réelle importance en soi, qui sert de prétexte pour faire avancer l'histoire. Il n'appartient pas à un genre défini, on peut le retrouver dans les thrillers, les films d'horreur, les films d'aventure, les comédies, bref, partout. Si les personnages, héros comme méchants, cherchent un objet, un artefact, alors vous avez sûrement affaire à un MacGuffin. Par contre, attention, ce n'est pas juste le but du héros, comme devenir un acteur ou résoudre une enquête. C'est bien un élément concret qui motive l'action. Et l'origine du mot dans tout ça, il aurait été créé par le scénariste Angus MacPhail, le bras droit de Monsieur Alfred Hitchcock, s'il vous plaît. Selon le livre The Art of Alfred Hitchcock, ça serait la combinaison du nom MacPhail et du mot guff, qui en anglais signifierait absurde ou qui n'a pas vraiment de sens. Le terme, lui, a été popularisé par Monsieur Alfred Hitchcock en 1972 dans The Dick Cavett Show. On peut imaginer une conversation entre deux hommes. One man says to the other opposite him, he said, "What's that package above your head there?" And the other man said, "Oh, that's a MacGuffin." He said, "Well, what is a MacGuffin?" He said, "Well, it's an apparatus for trapping lions in the Scottish Highlands." Man said, "But there are no lions in the Scottish Highlands." He said, "Then that's no MacGuffin." Donc, ça voudrait dire que c'est pas tant l'objet en soi, mais plutôt la quête qu'il déclenche qui est important. Oui, c'est plutôt quand même absurde comme définition, mais ça a plutôt du sens avec le nom de base. Mais le MacGuffin, à quoi ça sert? Le MacGuffin permet de donner un objectif clair au film. Il est souvent présenté dès le début, voilà ce que je suis, voilà ce que je cherche, c'est simple, efficace, basique, un réel moteur pour l'intrigue, c'est parti, les jeunesses. Des exemples de MacGuffin au cinéma, vous en avez plein. Pulp Fiction avec la mallette, Star Wars Un Nouvel Espoir avec les plans de l'étoile noire, et Le Seigneur des Anneaux avec, oui bien joué, le second petit déjeuner. What about second breakfast? Mais il y en a d'autres par exemple avec deux films que j'adore, No Country for All Men avec l'argent, il est génial, allez voir ce film, et Snatch avec les diamants, il est génial, allez voir ce film. Et si vous êtes fan de manga, vous l'aurez deviné, One Piece est un immense MacGuffin. Luffy veut devenir le roi des pirates, pour ça il doit trouver le One Piece, une quête claire qu'il partage avec d'autres individus qui va l'amener à vivre de grandes aventures. Bon par contre Luffy, ça fait 25 ans qu'on attend que tu finisses ton aventure. Mais le MacGuffin, pourquoi on l'utilise? Le MacGuffin, c'est souvent un très bon outil d'immersion. Si le spectateur comprend rapidement ce que le protagoniste cherche, il va avoir l'impression de partir avec le héros chercher le dit voulu en question. Mais attention, il faut que ce soit bien fait. Parce que le MacGuffin, ça peut être à double tranchant. S'il est trop intriguant, tout le reste de l'histoire risque de passer au second plan. Et s'il est trop banal, il risque de perdre son intérêt très rapidement. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais si je vous parle de ça aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est que ça concerne le film que l'on va traiter. En le voyant, je me suis posé une question. Pour définir le MacGuffin, Monsieur Hitchcock nous raconte une petite anecdote plutôt farfelue et assez vague. Donc, est-ce que la définition ne pourrait pas être étendue et sujette à une nouvelle interprétation? Est-ce que le MacGuffin, ça pourrait être, je sais pas moi, une personne qui serait convoitée par d'autres personnages que le protagoniste? Une sorte de MacGuffin inversé? Eh bien, regardons le film et on en reparle après. Préparez vos couteaux, vos marteaux et votre escorte, car aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jackpot. Le film commence avec la fainéantise d'un texte qui nous explique la situation. Ça commence bien. On nous apprend qu'après la Grande Dépression de 2026, une idée de jackpot a été mise en place. Le concept est simple. Une loterie tire un gagnant au hasard et il faut le tuer avant le coucher du soleil pour récupérer légalement son pactole. Par contre, il y a une règle, pas d'armes à feu. On nous dit que certains trouvent ça vachement dystopique comme truc, oui, mais qui sont chiants et franchement ils gâchent la fête, oui, ou c'est juste des personnes sensées. On retrouve ensuite Stifler qui se fait poursuivre dans les rues de Los Angeles par une foule armée de haches, de machettes et même de doigts. Il a encore sûrement dû tutoyer la mère de quelqu'un. Petite session parcours, trop la classe, puis il tombe sur un groupe de gentilles personnes qui l'invitent à manger. Très content de cette invitation, il propose une salade de phalange à la vieille et démonte ses deux acolytes façon Jason Bourne. Il s'introduit ensuite chez une pauvre dame, lui demande si elle le connaît, elle lui dit que non, donc il lui raquette son téléphone, alors ça c'est vraiment pas cool. Et il l'écrase, alors ça c'est vraiment pas cool. Mais la mamie était en fait une grosse mytho, et elle lui tire dans la tête avec une sorte de nerf bien trop dangereux pour être laissé à un enfant. On apprend donc que c'était lui le fameux jackpot, et grâce à ça, elle remporte la coquette somme de 22 millions de dollars, qui lui est remis par un homme avec une voix très bizarre. Vous avez remporté la grande loterie. Nous allons à Legoland. Moi aussi je veux aller à Legoland. Suite à cette introduction haletante, on retrouve Katy Kim, notre personnage principal, dans un bus, face à un père très mécontent que sa fille actrice n'ait pas réussi à dire « Le beurre du Betty est le meilleur beurre quand on veut du bon beurre ».
Et c'est vrai que c'est pas compliqué. Par contre, comment c'est pourri comme slogan. Pas très contente de cette scène de parentalité toxique, Kim va le voir en lui disant d'arrêter ses conneries. Parce que bon, bah déjà c'est une flic, et que s'il continue comme ça, il va aller faire un petit tour au poste. Ce qui semble le raisonner. Excuse-moi de t'avoir mal parlé, ça sort tout seul quand ta mère se comporte comme une grosse connasse. La petite vieille à côté d'elle lui dit qu'elle est quand même vachement jeune pour être flic, et là elle lui répond qu'en fait non, c'est une mytho, et qu'en fait elle est actrice. La vieille, émerveillée, lui demande si elle joue dans ce genre de film de Noël cliché. Vous savez, quand l'héroïne retourne dans son bled d'enfance et elle retombe sur son amour de jeunesse. Vous voyez pas? Bah allumez M6 un 18 décembre et puis vous verrez bien. Déçu que ça ne soit pas le cas, la petite vieille lui choure sa montre histoire de pas repartir bredouille. Wow, putain, le danger est vraiment là, on l'attend pas. On découvre ensuite... And his name is John C. Non, ça va aller, on n'est plus en 2016 là. Un gars qui a l'air très fan des Tortues Ninja et qui comparait au beurre de BT le meilleur beurre quand on veut du bon beurre à un super slogan. Protéger, s'enrichir. On nous montre ensuite la délicieuse ville de LA, remplie de gens qui font griller des saucisses, d'agressions, d'embouteillages et de lancer de gobelets sur des SDF. Oh, ça se fait pas ça. Il lui a clairement grillé la priorité là. Kim rejoint son Airbnb et découvre son adorable hôte Shadi et son mec DJ le DJ. C'est un DJ qui s'appelle DJ. Waouh. Sérieux, je crois que ses parents voient l'avenir. Tu m'étonnes. Un joli duo de demeurés. Et en plus, elle apprend qu'elle s'est fait enfler sur la réservation de la chambre parce que bah c'est la chambre d'une autre maison. Les photos sont fausses. Sérieux? Qui voudrait louer ici? Sans déconner. Mais c'est légal ça? Mais la pauvre Kim n'est pas au bout de ses surprises, car le lendemain, elle a le droit au plus doux des réveils. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Le problème, c'est que ça a aussi coulé sur ses fringues, mais elle a une audition dans 2 heures. Mais ne vous inquiétez pas, Shadi ne va pas la laisser dans la galère. Je peux te faire un petit prix sur mes fringues. Tu veux que je te paie en plus? 40$, c'est le tarif en vigueur. Ah bah ça c'est sympa. Elle arrive finalement à son casting dans des superbes nouvelles fringues, Shadi a vraiment des goûts de chiottes, et elle se retrouve donc face au directeur du casting. Et là, la scène est lunaire. Elle nous apprend qu'elle a fait une pub pour des pâtes en boîte quand elle était petite. Rien à carré, c'est spaghetti carré. Mais qui écrit ces slogans? Mais que depuis rien, car elle s'occupait de sa mère malade, malheureusement décédée. Oh, vous avez tué votre mère? T'es con? Elle trouve dans sa poche une carte qui semble être un ticket de loterie du futur et elle se retrouve inscrite à la grande loterie. Et là, c'est le drame, car elle est désignée comme gagnante. Absolument tout le monde commence à foncer sur elle pour la dézinguer et récupérer sa mise. Elle esquive les blondes du casting qui essayent de la poutrer avec des chaises et autres talons aiguilles et décide d'aller se réfugier dans un endroit sûr, un dojo d'aïkido. Alors étant donné la situation, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Bagarre, écrasement de valseuse, ouf, et écartèlement... Kim finit par apprendre ce qu'il se passe. Elle est la gagnante de la grande loterie et elle pèse maintenant 3,6 milliards de dollars. Ah oui quand même. Hein, pour cette somme, je pense que j'essaierai de la zigouiller aussi. Mais c'est à ce moment que le main event du WrestleMania fait son entrée pour venir la secourir. John Cena s'appelle en fait Noël et son truc à lui, c'est d'être un garde du corps pour les gagnants de la loterie en échange de 10% des gains. Après lui avoir fait signer son contrat, on fait quand même les choses bien, on n'est pas des bêtes. Il s'empresse de déguerpir, car des drones qui sillonnent la ville indiquent la position du gagnant toutes les 14 minutes pour être bien sûr que personne ne puisse se cacher. Comment c'est vicelard comme truc? Course-poursuite dans les rues de LA avec tout plein de motards qui leur lancent de la tequila de George Clooney. Ah, c'est la tequila de George Clooney. La tequila, c'est pas mon truc. Moi, c'est le gin. Vous avez goûté l'Arting Stone? Kim en a marre de se foutoir et veut revenir en arrière. Vous voulez vraiment quitter la loterie et passer à côté du jackpot? Mais qu'il y a un moyen de s'échapper. Le seul moyen d'en sortir, c'est quoi? Le seul moyen d'en sortir, c'est de quitter la ville. Elle le presse alors de l'y emmener, mais elle n'est pas très sympa avec lui et le traite même de tête d'oreille géante. Alors là, vous touchez un point super sensible. À l'école, j'étais surnommé face d'oreille, ok? Faites-moi quitter ces jeunes merdes. Ce qui réveille des traumatismes chez le pauvre gars. Et c'est vrai que c'est pas très gentil. Mais pas le temps de niaiser, car les motards ont retrouvé leurs traces. Recène de course-poursuite, une motard saute dans la voiture, mais elle se fait expédier aussi sec. Mais pas avant d'avoir été protégée. Car pousser les gens d'une voiture en marche, c'est ok, mais pas sans casque s'il vous plaît. Ah, c'est que c'est dangereux ces conneries. Noël demande à Kim de noter la course-poursuite, parce que pourquoi pas, la satisfaction client c'est important, et lui demande son moment préféré. Moi c'était quand le gars avec la ceinture blanche, il est venu pour tenter sa chance et qu'il a perdu ses couilles. T'es vraiment sûr de toi? Sans même lui répondre, Kim essaye de s'enfuir, mais perd en 1 vs 1 face à elle-même, c'est quand même fort. Là, des policiers arrivent et ouf, enfin un peu de bon sens dans cette histoire. Mais comme la prime de fin d'année ça paye pas, ils essayent de buter Kim. Noël fait obstacle à la loi, mais Kim profite de la confusion et va se cacher dans le musée de cire des stars du coin. C'est à ce moment-là que Shadi choisit de l'appeler pour se la jouer bonne copine, du style « Oh non bébou, c'est trop triste ce qui t'arrive, franchement ça se fait vraiment pas, vas-y dis-moi où t'es, je vais venir t'aider ». Évidemment, Kim s'en la douille, mais se fait trahir sa position
l'exécution par la dégueulasse Gillo de cire. Shadi et son mec DJ le DJ étaient comme par hasard juste devant le musée, comme c'est pratique, et décident d'aller la choper. Le gardien les empêche de passer parce que ces deux glandus ont forniqué avec la statue de Robocop il y a à peine 3 semaines. De toutes les stars présentes dans le bordel, vous avez choisi Robocop ? Ouais, pourquoi pas. Mais rien à foutre, Shadi lui met une retournée dans sa face et pénètre le musée. Là, il retrouve Kim et elle dit à Shadi qu'elle est pas super fortiche en impro. Je t'emmerde, je suis super bonne en impro, faut juste que je sois préparée. C'est pas la définition d'être comédienne, du coup. Bagarre, tête à tête et coup dans l'entrejambe. Encore ? Non mais ils ont quoi avec ça dans ce film ? Kim arrive à s'enfuir, mais est prise de remords et remet la casquette du gardien. Ouais, on te poursuit, on essaye de te buter, mais c'est vachement important de faire ça. Hein. T'es bête ou quoi? Je suis à ça de me dire que tu mérites ce qui t'arrive. Noël débarque pour la récupérer, mais c'est trop la pagaille pour quitter la ville. Il faut se cacher le temps que ça se tasse. Là, Kim se souvient que pendant son horrible voyage en Uber, sa teubée de chauffeuse a mentionné, entre deux allusions au fait de se mettre une canette dans le fondement et que Kim ressemblait à C3PO, un bunker sécurisé chez une des stars de la ville. Donc direction la maison de Machine Gun Kelly. Alors que nos deux héros galèrent à expliquer le pourquoi du comment de leur présence ici, à base de clins d'œil et de quiproquos, Monsieur Kelly, aussi bon acteur que rappeur, nous sort cette réplique. Vous feriez de mon trou du cul un œil de Sauron. Donc on va éviter d'aller sur la voie de la communauté de l'anal. Alors, ça n'a rien à faire là. C'est sûrement un scénariste un peu beauf et fan de Seigneur des Anneaux qui s'est tapé un délire. Mais honnêtement, ça m'a bien fait rire. Mais pas le temps de se refaire l'intégrale de Tolkien, car un bus bondé de tueurs improvisés débarque. Kim braque Kelly qui fonce vers sa chambre de survie, il tape le code. Bonjour la subtilité. Mais Kim et Noël lui piquent sa chambre de survie de justesse. Wow, une chambre de survie, ça se pique pas comme ça. Vous êtes qui, Jodie Foster? Et arrive à s'enfermer avant l'arrivée des autres fous. Mais c'est là que Kim a des doutes sur la loyauté de Noël. Et en vrai, on peut la comprendre. Qu'est-ce qui l'empêche de la buter et de récupérer le pactole? Enfin, ça, c'est ce que je vous aurais dit s'il n'était pas du genre à mettre les gens en PLS après les avoir séchés et à protéger les gens avec des casques de moto avant de les expulser d'une voiture en marche. Une fois en sécurité, on a le droit à un petit peu de développement de personnage. Enfin, surtout pour Noël. Et c'est fait au bazooka. Des choses notables sur moi? Je détiens le record mondial de repassage de chemise habillée. Aux autres, j'ai un abonnement pour adultes. Non, je suis un pouf souffle. Je l'ai su dès que j'ai ouvert le livre. J'ai fait le test en ligne. Ça l'a confirmé. Qui se vend d'être un pouf souffle? À part un pouf souffle. Ouais non, en fait, ça raccord. Attendrie par toutes ces confessions, Kim se confie à son tour sur ses motivations d'actrice et le fait qu'elle se sentait exploitée par son père quand elle était petite et que sa mère lui manque. Enfin bref, elle broie du noir. Pour la réconforter, Noël lui parle des tortues ninja. Devenez une tortue pour trouver votre pouvoir. Et ça marche. Ok, donc si vous avez besoin de remonter le moral de quelqu'un, parlez-lui des tortues ninja. Apparemment ça fonctionne. Est-ce que je peux être Michelangelo? Non, je suis toujours Michelangelo. Ouais, tout le monde veut être Michelangelo. Il y a que les péteux qui veulent être Donatello. Bref, Kim remarque que Shadi et DJ le DJ sont là et sont une menace un peu plus importante. Car ils arrivent à arracher le code à Kelly qui tapait un gros trip après avoir reçu une fléchette de venin. Oh merde! Alors ça, c'est vachement balèze. Alors que la situation est désespérée et qu'il se retrouve acculé, Noël n'est pas joasse, mais il n'a pas d'autre choix que de contacter un ami pour faire une frappe téléphonique. Et c'est quoi une frappe téléphonique, me demanderez-vous? Eh bien c'est ça. Ils arrivent à s'enfuir, non sans éteindre le bazouzou qui a pris feu. Sérieux, les blagues sur les kicks, ça commence à aller là. Ce film a été écrit par un enfant de 10 ans ou quoi? Alors qu'ils sortent de la maison, ils se font escorter par un mystérieux groupe armé. Il s'avère que ce sont les hommes de Louis Lewis, chef de la plus grosse agence de protection de gagnants de jackpot, dont on peut voir les panneaux publicitaires un peu partout dans la ville. Après une petite discussion à base de piques envers Noël et de sous-entendus sur la solidarité asiatique, Louis donne à Kim un téléphone, mais Noël, lui, il peut aller se brosser. Moi, je suis plus Motorola, mais va te faire foutre. Qui préfère Motorola en 2030? À part un pouf souffle. Ouais non, en fait ça raccord. L'équipe de Louis emmène Kim et Noël se faire soigner et là, ils discutent de pourquoi Noël fait ce qu'il fait et pourquoi Louis a l'air si méchant avec lui. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à me concentrer à cause de l'énorme veine sur le bras de John Cena. Mais dans tout ça, j'ai retenu qu'en gros, Louis en voudrait à Noël car il a été absent lors d'une opération militaire qui aurait mal tourné. Mais alors que Kim change de visage pour assurer sa furtivité, Noël commence à avoir des doutes sur l'éthique de Louis. Sachant que tout ce bordel ça coûte un pognon monstre et que l'agence n'a pas l'air d'avoir réussi à protéger un nominé depuis un moment. Donc, comment ils ont tous matos? Sachant qu'ils ont carrément une machine qui sert à changer de visage. Enfin, je sais pas, ça doit coûter un bras de John Cena cette histoire. Mais plot twist, Louis et son agence tuent en fait les gagnants du jackpot pour récupérer leurs gains. Alors là, mais quelle écriture, hein, on l'avait pas vu venir, c'est de haut vol. Fallait peut-être un peu moins se concentrer sur les blagues de beat et un peu plus sur le scénario, non?
En parlant de ça, Kim en remet une couche à Louis, Noël ouvre les portes aux fans qui passent à côté de Kim comme dans World War Z. Entre ce film et Final Days, ça fait beaucoup de réals qui font des refs à World War Z. Et oui, il passe à côté parce que maintenant elle a la tête de Monsieur Miyagi, donc forcément. Et elle en profite pour s'enfuir en direction de la frontière pendant que Noël est pris en otage. Alors qu'elle approche de son but, Louis appelle Kim pour lui dire de faire demi-tour. Sinon, il transforme Noël en passoire. Évidemment, là c'est une scène cliché, Noël dit non, Kim l'écoute pas, va rejoindre la frontière, et évidemment, elle fait demi-tour. Louis emmène Noël dans un théâtre et lui fait un grand discours sur les bienfaits de la noix de coco. Arrêtez de juger les boissons à l'eau noix de coco. Y a rien de plus délicieux et y a pas une calorie. Et pourquoi pas. À côté de ça, il nous fait son grand speech de méchant. Et on apprend qu'en fait, il n'y a jamais eu de fusillade qui a tué leur escouade. C'était une opération sans risque, il a pris le pactole chez les seigneurs de guerre et a tué lui-même les gars. Quoi ? Vous voulez dire que le gars avec un blazer blanc sur un col roulé blanc est motivé par l'argent ? Kim arrive dans le théâtre, crée un bug dans la matrice en menaçant de se suicider. Là, Louis déroule son pitch, persuadé d'avoir les cartes en main, mais Kim révèle qu'en fait, elle était en live. Et là, tout le monde apprend que Louis était une sacrée fraude et qu'ils ont encore tous leur chance pour venir choper le pactole. Ils se précipitent donc tous vers le théâtre. Et là, c'est le climax, le point culminant. Noël se la joue Beyblade, Shadi sans son mec DJ le DJ fait une apparition théâtrale, et là, c'est la grosse baston. Comme il reste moins de 5 minutes avant la fin du temps imparti, et que tout le monde se rue sur Kim, elle décide de prendre de la hauteur. Louis se lance à sa poursuite, il reste 1 minute, la tension est à son comble, Louis s'apprête à faire tomber Kim, mais comme cet idiot a eu la bonne idée de se balader avec la complète de Bomberman dans son veston, il finit par exploser après que Kim ait découpillé une des grenades. Elle se fait rattraper par un drap, le temps est écoulé, tous ceux qui voulaient la tuer sont au final vachement contents, elle propose 50% à Noël, qui accepte mais qui lui dit qu'à la base il voulait la doubler. Mais personne n'y croit, hein. C'est un pouf souffle. C'est pas crédible. Kim récupère son chèque de 3,6 milliards de dollars. Si j'étais à côté, je serais quand même vachement dégoûté. 6 mois plus tard, Kim et Noël ouvrent une agence de protection pour gagnants gratuite, une école de self-défense où Shadi en remet une couche à DJ le DJ, un centre pour enfants qui ont des parents hachés et une honteuse pizzeria sur le thème des Tortues Ninja qui va très certainement leur valoir un procès. Et c'est la fin de Jackpot. Bon, Jackpot, c'est pas ce qu'on peut appeler un bon film, mais ça reste un divertissement honnête si on débranche son cerveau 2 minutes. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas gardé son nom de production Grand Theft Auto, ça aurait été sympa. Mais bon, je pense que Rockstar devait pas trop être d'accord. En fait, le film, c'est un délire à la American Nightmare avec un peu plus d'humour. Et bon, c'est pas une histoire qui révolutionne le cinéma non plus. L'action est plutôt cool, les personnages principaux sont sympathiques, alors ils ont un jeu un petit peu caricatural, mais en vrai, ça reste cohérent avec l'univers du film qui est complètement déjanté. Le film est réalisé par Paul Feig, qui a d'ailleurs réalisé Last Christmas, un film qui plairait beaucoup à la vieille du bus, mais surtout le très peu apprécié SOS Fantôme de 2016, qui au vu de ses extraits me donne pas du tout envie de le voir. En tout cas, je vois que le bonhomme a gardé son humour. Le scénario, lui, est écrit par Rob Yeskong, qui a quelques projets cinématographiques à son actif, dont un assez récent avec Anthony Mackie sur Netflix, mais il a surtout bossé pour le jeu vidéo. Et pas des petites licences, hein. The Division, Crysis 2 et 3, Haze, et il a aussi travaillé sur le jeu Rambo. Et ça, bon, c'est un peu moins impressionnant. Et on peut aussi remarquer qu'il a l'habitude d'écrire sur le genre dystopique, donc il n'était pas à son coup d'essai avec Jackpot. Côté production, j'ai essayé de trouver le budget et le niveau d'audience sur les plateformes, mais malheureusement, j'ai pas eu grand chose à mettre sous la dent. La seule chose concrète que j'ai, ce sont les retours des spectateurs qui trouvent globalement que c'est un film moyen, un peu drôle, qui au vu de son scénario aurait pu faire plus et mieux. Moi je trouve que son gros problème, c'est son humour. C'est gras, enfantin, débile, mais pas dans le bon sens. Pisse, dub, caca, 80% de l'humour repose sur ça. Et encore, ça va, ils ont coupé pas mal de scènes, parce qu'on peut voir dans le making-of qu'une bonne partie des acteurs étaient en impro roue libre total. On a baisé, ouais, devant votre entrée, juste là. Il y a des flaques juste devant votre allée. Ouais, c'est ta faute. Je vous rassure, c'est seulement de l'urine. Il fait squirter les femmes comme personne. Heureusement que c'est pas dans le produit final, parce que déjà avec ce genre d'humour, au bout de 30 minutes, on commence à grincer des dents. Le film aborde quand même des thèmes intéressants, avec la course à la célébrité et le monde d'Hollywood, notamment avec la scène du casting. Bon, globalement, la mise en scène reste assez classique, à part 2-3 plans qui sortent du lot, notamment le moment où Kim se fait tournoyer dans le dojo, où la caméra est attachée à l'actrice, ou ce petit plan débulé de 3 secondes à peine, quand il sort de l'agence de Louis, comme s'il l'assumait pas trop, c'est bizarre. Le twist du film, lui, se voit à des kilomètres, à des années-lumière même, hein, et j'avoue avoir un petit peu de mal avec la lumière trop propre du film qui me donne l'impression de regarder une espèce de pub pour yaourt. Côté casting, j'avoue que j'ai un faible pour John Cena. Je trouve qu'il a un talent comique naturel, notamment au niveau de ses expressions faciales, je le trouve très drôle. Et d'ailleurs, fun fact, tout ce délire autour des Tortues Ninja, eh bien ça vient de lui. Dans la vraie vie, c'est un grand fan de Tortues Ninja, et d'ailleurs dans cette scène, les figurines de Tortues Ninja,
bah c'est les siennes. J'ai un peu plus de mal avec l'actrice principale Awkwafina, que je ne trouve pas particulièrement attachante. Mais je dois reconnaître qu'elle a un certain talent pour les phrases comiques bien senties et une très bonne énergie tout au long du métrage. Sinon, évidemment, Simu Liu, mon chouchou depuis Shang-Chi, vraiment un des meilleurs films du MCU qui est trop sous-coté, qui est délicieusement kitsch en méchant grillé à des kilomètres. Et petite mention honorable pour Hayden Mayeri. Hayden ? Non. Pas ça. Et son mec DJ le DJ pour le surjeu complet. Et le MacGuffin dans tout ça. Eh bien, est-ce qu'on peut considérer que c'est Kim, littéralement recouverte d'or? Elle est le centre de toutes les convoitises et elle est présentée en soi dès le début comme étant précieuse. Au fur et à mesure du récit, on en apprend un peu plus sur elle, exactement comme un objet qu'on découvrirait au fur et à mesure d'une quête ou d'une aventure. Et c'est là qu'on peut se demander, est-ce qu'un MacGuffin, ça peut être une personne? Une personne qui cristalliserait le désir des autres et qui se révélerait tout au long du récit. Moi je pense que Kim peut s'inscrire à la longue liste des MacGuffins. Au final, est-ce que les codes du cinéma, utilisés depuis des années, peuvent être tordus, inversés, réinventés, pour raconter ou re-raconter des histoires? Est-ce qu'un MacGuffin, ça peut être une personne? Est-ce que Kim est un bon exemple de MacGuffin? Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire et on pourra en discuter ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'apprécie énormément vos retours sur la précédente. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, j'y partage beaucoup de contenu. Likez, commentez et partagez, ça aide énormément la chaîne et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciné. Salut!